Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Florence Lamoureux. Bonjour Florence. Allô Alexandre, je débute avec la une du Journal de Montréal ce matin. Le journaliste d'enquête Éric-Yvan Lemay nous apprend que l'un des suspects dans le vol de données Desjardins se serait acheté, 2 condos de luxe dans les dernières semaines. Les propriétés ont été achetées pour un total de 2,4 millions au centre-ville de Montréal. Et les 2 transactions ont lieu au cours des dernières semaines par le biais d'une fiducie familiale au nom de Nassim Ali Kassem. Et cet homme-là a d'abord acquis en mars un condo pour 1,86 million de dollars avec les taxes de la 3e phase du projet de condominium Rocabella qui est situé près du Centre Bell. Puis au début juin, il a signé pour l'achat d'un autre condominium dans le même projet pour près de 550 000 $. Et cette transaction-là a eu lieu seulement 2 jours avant l'émission d'un mandat d'arrestation contre lui pour des accusations de fraude dans un dossier. Et l'homme de 30 ans est toujours recherché. Les policiers de Laval le soupçonnent d'avoir détourné 9 millions à des clients de Desjardins avec d'autres complices. Et c'est vraiment cet homme-là avait un réseau vraiment de complices. Donc, il travaillait pas tout seul et il aurait notamment soutiré 4,5 millions de dollars des comptes d'un notaire de Laval qui était un client de Desjardins selon des affidavits qui ont été présentés en cours pour obtenir un mandat de perquisition. Et cet homme-là, Alexandre, il chôme pas. La semaine dernière, des nouveaux documents judiciaires qui ont été rendus publics ont permis d'apprendre que les suspects se sont fait saisir par les policiers une montre à 50 000 $ américains, des tableaux volés de grande valeur, de l'argent comptant. Donc, oui, là, on les soupçonne dans le dossier Desjardins, mais je pense qu'ils traînent dans pas mal d'autres choses en ce moment. Donc, c'est ce qui fait la une du Journal de Montréal ce matin. Puis on va assurément en reparler dans les prochaines semaines parce qu'il est toujours recherché, cet homme-là. Ben oui, puis là, il va falloir commencer par le trouver, mais comme tu le dis si bien, tu sais, ces gens-là ont l'air d'être des criminels d'expérience. Quand tu es organisé assez pour, parmi les données de Desjardins, être capable de trouver la personne là, qui est millionnaire puis à qui tu peux soutirer autant d'argent, ben, déjà ça, c'est un tour de force en soi. Mais après ça, on se comprend que c'est le BAB là, du blanchiment d'argent qui a été effectué dans cette histoire-là. Ces gens-là ont pris tout le cash qu'ils pouvaient puis immédiatement, ils l'ont investi dans à peu près n'importe quoi. Des montres, des tableaux. Ils sont en train de le transférer à l'étranger. Là. Ben voilà. C'est ce qui est révélé. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Puis plus on tarde à arrêter ces gens-là, mais moins on va avoir de temps pour être capable de récupérer aussi l'argent en question. Puis c'est une des choses les plus importantes à faire. Là. Il y a eu un vol. Il faut restituer l'argent du vol. Sinon, ben, on va faire quoi? Donner une tape ses doigts à ces gens-là. On va les envoyer en prison une couple de mois, une couple d'années. Ils vont ressortir, puis ils vont avoir condo de luxe, montres, argent offshore, puis ils vont pouvoir sortir du pays, puis aller profiter de l'argent qu'ils ont volé. Pour eux, ça va sembler une aubaine. Donc, c'est super important d'être capable de récupérer les biens acquis avec l'argent de la criminalité, ce qui existe. Hein? Les tribunaux peuvent permettre de saisir puis d'aller chercher des condos comme ceux-là puis de les liquider éventuellement si on comprend que c'est de l'argent de criminels, de la criminalité qui a servi à les acheter. Mais là, c'est le temps. Hein? C'est le temps qui est le facteur le plus important. Il faut aller cueillir ces gens-là au plus vite. Ça fait déjà 5 ans. On en parlait début juin. De plus en plus, dans les dernières semaines, on a des nouvelles de l'enquête. Mais là, ce que certaines personnes, des clients disent, c'est que ça fait 5 ans, puis on a l'impression, on a encore de la misère à attraper les suspects, puis tout ça, mais ça augure bien dans les dernières semaines. Il y a eu beaucoup de dossiers en lien avec Desjardins, donc on espère qu'ils vont retrouver le suspect bientôt, mais je pense qu'on doute tous que l'argent va retourner aux gens qui se le sont fait voler. Tout savoir en 24 minutes. Un mandat d'arrestation a été lancé lundi contre la fausse avocate de TikTok, Mégane Lalonde, qui s'est pas présentée à sa comparution lundi matin au palais de justice de Victoriaville. Excuse-moi, Florence. La phrase « la fausse avocate de TikTok ». Mettons, il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait pu imaginer un jour prononcer cette phrase-là sérieusement dans les médias? Faire la une des journaux avec ça. La fausse avocate de TikTok. Je m'excuse, continue. Mais il s'agirait de la 9e fois, Alexandre, que la femme accusée de fraude omet de se présenter en cours. Tiens donc. Et là, la juge a demandé que Mégane Lalonde demeure détenue pour la suite des procédures. Et là, elle brillait par son absence hier au palais de justice. Mais pourtant, Mégane Lalonde était active sur son compte TikTok lundi. Elle a passé la journée à y diffuser du contenu en direct. Mais j'ai pu récupérer une vidéo qu'elle a mise sur son compte hier. Et je vous la lis. En fait, c'est juste une petite musique avec une voiture de police en arrière où elle dit
Donc là, je suis au poste pour porter plainte contre Dave Armstrong, mais c'est moi, Mégane Lalonde, que Team Interpol recherche. Je devrais revenir, j'essaie de revenir à la maison, mais vous m'aurez pas, blablabla. Bla, bla. Donc, c'est à peu près une phrase qui se tient pas, où elle parle des policiers. Puis là, j'ai fouillé sur son compte. Elle parle d'un présumé Dave Armstrong, qui est un gars qui lui demanderait de l'argent ou quoi que ce soit, ou qu'elle aurait eu affaire avec lui dans des vidéos un peu bizarres présentées sur son compte TikTok. Et là, je regardais ce matin, elle a à peu près 5000 abonnés, mais il faut savoir que ça fait plusieurs fois qu'elle se fait fermer ses comptes TikTok, ses comptes Instagram, et elle revient tout le temps sous des nouveaux pseudonymes où elle, évidemment, c'est son nom, comme là, je pense que c'est Meg Lalo, mais on réussit toujours à la trouver, où elle republie là, les unes que le Journal de Montréal fait sur elle, où elle publie des vidéos un peu qui ont plus de sens dans les derniers jours. J'ai pas pu récupérer les vidéos qui ont été faites en direct hier, mais elle était bien active sur les réseaux, mais elle était pas là au palais de justice. Puis là, on la recherche en ce moment. Parce qu'on a lancé un mandat d'arrêt. Mais c'est complètement fou comme histoire. C'est vraiment, vraiment spécial. En même temps, c'est pas nécessairement surprenant. Ce qui est vraiment surprenant, qu'il y a des gens comme ça qui fassent on se comprend, là, de la fraude. C'est une fraudeuse en série. Tu sais, on existe toutes sortes. Là. C'est évidemment une fascination, là, je te dirais. Tu sais, les gens qui sont capables là, de monter des arnaques en série, les uns après les autres, après les autres, après les autres, puis jamais se faire pincer, mais elle est un peu là-dedans, là, on se comprend? Elle a même loué, là, selon certaines accusations qui sont contre elle, loué des logements, les payait pas, tout pétait en dedans, parti avec le reste, elle change de nom, elle fait tous les stratagèmes possibles et impossibles. Change d'apparence aussi. Change d'apparence, on se comprend, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux filtres sur les réseaux sociaux, puis change d'apparence pas mal, hein? On va se comprendre si Jean-François est capable de nous trouver là, les belles images qu'il y a souvent dans ces articles-là où on voit le avant-après, réalité, fiction de Mégane Lalonde, où il y a son apparence à elle puis l'apparence de l'espèce d'influenceuse toute découpée, toute faite en plastique qu'on voit sur ses réseaux sociaux. On se comprend que c'est pas la même personne du tout. Et là, c'est fou parce que Mme Lalonde, il doit y avoir des gens qui la suivent, tu sais, puis qui la croient, là. Pour qu'elle continue à utiliser ce stratagème-là, il faut comprendre qu'il y a un bénéfice pour elle quelque part. C'est pas parce juste... qu'elle continue de dire que c'était pas elle, puis que c'est pas la même personne qui était attendue au palais de justice hier. C'est pas la même personne, vous comprenez, il y a une autre personne. Moi, ce n'est pas Mégane Lalonde, elle, c'est Mégane. Elle joue à un jeu pour enfants où tout le monde prétend des affaires. Moi, je suis telle personne, puis moi, je fais ça. Puis il y a du monde qui accroît à ses réseaux sociaux. Moi, juste ça me fascine comme phénomène. J'espère qu'on va l'attraper, puis j'espère, voilà, Jean-François qui a trouvé l'excellente image. Mégane Lalonde et Mégane Lalonde, mesdames et messieurs. Ouais, pas la même personne. On se comprend-tu? Pas du tout. Ouais. Puis ça démontre aussi à quel point il y a des gens, je pense, qui vont aller cliquer juste parce que ça a l'air d'une belle pitoune. Je vais le dire comme ça, là, je m'excuse, mais à quel point la femme qui est modifiée comme ça, c'est certain qu'il y a du monde qui suit le compte là, juste parce qu'elle a l'air d'avoir du succès, de l'argent et qu'elle est très jolie. C'est plate, mais ces réseaux sociaux, des fois, c'est juste ça les critères pour que le monde aille cliquer. Ça génère des clics, ça lui fait du trafic, puis après ça, elle est capable de publier plus de vidéos et de monétiser tout ça. J'ai hâte qu'elle se fasse pincer, puis je suis content qu'enfin le tribunal décide de la garder détenue en attendant son prochain procès. Puis tant mieux, je veux dire, à chaque fois que vous la convoquez au tribunal, elle vient pas. Ça fait 8 fois. Je comprends pas que le système de justice a attendu 8 offenses de suite en disant, mais peut-être que si elle s'est pas présentée cette dernière fois, elle se présentera pas à la 8e. Tu sais, je sais pas, tu regardes ça, tu te dis, peut-être. Ouais. Je suis content qu'on décide d'essayer de lui mettre la main au collet. J'espère qu'elle va rester en dedans. Puis j'espère qu'une fois qu'elle va être là, on va pouvoir y jaser puis poser des questions parce que j'en ai plein pour elle. Oui, non, on a très hâte. Puis elle est attendue de pied ferme, évidemment, par les autorités, mais aussi par un groupe de victimes qui sont en beau fusil après elle, disons-le comme ça, puis ils veulent dénoncer ces pratiques. Ils invitent aussi les nouvelles victimes à les contacter, à porter plainte. Puis on peut écouter un extrait hier. TVA Nouvelles a interrogé une victime au palais de justice qui l'attendait, une personne qui a été flouée par les services de Mégane Lalonde, la fausse avocate de TikTok. Ça, c'est un des dossiers parmi tant d'autres. Je ne comprends pas à l'heure actuelle pourquoi ce n'est pas au crime majeur. Parce que nous, ce qu'on entend et les gens qui parlent, qui n'osent pas nécessairement faire des plaintes, on a un chiffre qui s'approche du demi-million de dollars. Alors, encore une fois, appelez vos services de police, contactez les sergents détectives, demandez à ce qu'un numéro de plainte soit fait. Et si possible, on va essayer de regrouper ça au même endroit pour que ça puisse monter au crime majeur. Donc, je pense que les victimes vont pas lâcher leur bout, puis ils ont amplement raison. Oui, je les comprends. Puis ils parlent de gêne. C'est quelque chose que je peux comprendre aussi. Parce que de se faire flouer par une fausse avocate qui dit qu'il faut que tu la payes en ligne sur TikTok, c'est un peu gênant.
je le dis comme ça, je veux pas casser du sucre sur le dos des victimes, mais c'est vrai que c'est fort peu conseillé, je vais le dire pour tous nos autres auditeurs qui nous écoutent. Là. S'il y a un avocat ou une avocate qui vous prétend que vous devez le ou la payer sur le web avec des transferts pendant qu'elle est sur... Vous l'avez jamais rencontré de votre vie, vous n'y avez pas parlé au téléphone comme il faut, cette personne-là dit « Je suis avocate, je vais t'aider », donnez pas d'argent à quelqu'un en ligne sans l'avoir rencontré. Comme, c'est simple règle de pouce, ne faites pas ça. Après ça, c'est plate parce qu'elle utilise un stratagème, cette Mégane Lalonde, ou peu importe son vrai nom, elle utilise un stratagème qui est tellement vu dans tout ce qui est complotiste, désinformation, vente pyramidale et autres. Elle fait la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle exploite une vulnérabilité. Les gens qui se retrouvent devant la justice, qui ont des ennuis comme ça d'un coup, des fois ont besoin de se trouver un avocat au plus sacrant. Puis là, voit les annonces de Mme Lalonde, dit « Ah oui, elle offre pas cher, elle charge pas cher, je vais lui donner, puis vite, j'ai besoin de régler un dossier super vite. » Elle exploite une vulnérabilité de certaines personnes, puis ça fonctionne. De toute évidence, ça fonctionne, ou du moins ça a fonctionné. Donc, j'espère que ces gens-là vont être capables de récupérer leur argent parce qu'ils le méritent, s'il vous plaît. Tout savoir en 24 minutes. Les 2 ex-joueurs des Tigres de Victoriaville sont coupables d'une agression sexuelle et ils ont pris le chemin du pénitencier lundi. C'est une sentence qui est qualifiée de sérieuse selon la Couronne, qui estime que la peine fera maintenant écho dans les autres dossiers semblables qui impliquent des jeunes joueurs de hockey. Donc, Nicolas Daigle et Massimo Siliano, c'est les noms des 2 joueurs, ont été condamnés respectivement à des sentences de 32 et 30 mois de détention lundi au Palais de justice de Québec. Ils sont arrivés avec leur bagage vraiment prêts à la prison au Palais de justice, mais les 2 hommes qui ont aujourd'hui 21 ans ont tout de même apparu sonnés en réalisant la sévérité de la peine. Dans sa décision, le juge Thomas Jacques a abordé et je le cite, le déséquilibre du rapport de force manifeste entre les 2 joueurs de hockey, tout juste champions de la LHJMQ au moment de l'agression, et de la jeune employée de l'hôtel où il se logeait. Au moment des faits, il était âgé de... la victime était âgée de 17 ans et les 2 joueurs de 18 ans. Ils ont aussi qualifié la Couronne un déséquilibre puis un abus de confiance et d'autorité tel que la détention ferme, c'était vraiment la seule avenue possible selon la Couronne. Mais je pense que en voyant ce dossier-là qui a vraiment occupé l'actualité, c'est dans les premières, on peut dire, poursuites qui ont été faites dans le dossier de la LHJMQ, la Couronne a vraiment voulu faire jurisprudence en montrant qu'on va... En montrant aux autres, parce que là, il y a d'autres dossiers qui sont sur la table en ce moment, des dossiers qui vont se ramasser au Palais de justice aussi. Ils ont voulu montrer que on laisse plus ça passer, les abus dans le hockey. T'sais, même si les joueurs étaient tout juste majeurs au moment des faits, c'est pas parce qu'ils ont 18 ans ou 24 ans ou peu importe que tout leur est permis. Donc, ils ont eu 30 et 32 mois de détention. Ils ont pris le chemin du pénitencier hier. Ta réaction, Alexandre, sur cette peine-là? Parce qu'on la qualifie de sévère. C'est sévère, puis c'est tant mieux. Pour moi, ça aurait pu être encore plus sévère, puis j'aurais pas eu tant de problèmes avec ça, sincèrement, parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont aggravants dans cette histoire-là, quand je la lis, quand je la regarde. C'est un des 2 jeunes de 18 ans qui texte la fille de l'hôtel, c'est une employée, lui dit « Regarde, viens me rejoindre à ma chambre. » Vient de gagner un championnat, est en train de se magasiner une conquête, un rendez-vous d'un soir. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il l'invite là, elle dit « Je veux que tu sois tout seul. » Il lit ça, là. C'est une preuve texto qui a été déposée. Il dit « Ouais, pas de stress. » Il l'attend avec un autre gars dans la chambre. Déjà là, ça, c'est un guet-apens. Là. Ça démontre qu'il y a une préméditation. Le gars a pensé à sa shot. Il a directement brisé le consentement de la fille qui lui a demandé textuellement, là, il y a un texto de ça, fais pas ça. La ramène dans sa chambre, l'agresse sexuellement avec un collègue pendant 40 minutes de temps, prend une vidéo de la chose, puis après ça, prennent la vidéo, là, je parle pour un des 2 hockeyeurs, là, c'est Nicolas Daigle qui a eu 2 mois de plus d'ailleurs pour avoir fait ça, filme l'agression, s'en va montrer plus tard au party à un des membres de l'organisation d'éthique de Victoriaville, puis fait comme hey, regarde ça, check ça gros, check ça. Diffuse l'agression sexuelle qu'il vient de commettre en direct avec un autre gars à quelqu'un de son organisation. C'est dégueulasse, puis ça démontre à quel point non seulement le gars avait prémédité son affaire, en plus qu'il y a un complice dans l'histoire, puis après ça, qu'il s'en vante, là. C'est pas juste de commettre une agression, c'est de s'en vanter après. À quel point il faut que tu sois déconnecté et que tu comprennes pas que tu viens de commettre un geste excessivement grave qui va peut-être ruiner la vie de quelqu'un. Tu décides de t'en vanter. Puis là, il y a la deuxième question qui rentre en ligne de compte là-dedans. Parce qu'ils l'ont montré à quelqu'un. Hein? Oui, ils l'ont montré au directeur général des Tigres, qui s'appelle Kevin Cloutier, qui a vu les images, puis il est toujours en poste aujourd'hui.
Non seulement toujours en poste, mais Ça, il a écrit une lettre pour appuyer les deux jeunes dans leur procès en disant ben oui, c'est des bons, ils sont c'est des bons jeunes hommes. respectueux, très appréciés, disciplinés. Non, clairement, ils sont pas respectueux. Il vient de te montrer une vidéo d'une... Là, c'est une agression sexuelle double. Il te montre une vidéo de ça. Mais je veux dire, il t'aurait montré une vidéo d'une relation sexuelle qu'il vient d'avoir avec une femme tout court. Là. Même si la relation était consentante, il est pas supposé te montrer ces images-là. Ça aussi, c'est un geste criminel de faire ça. Dans quel monde il a vu la vidéo puis il s'est dit « Ah, c'est pas un geste criminel. » Comment il est encore en poste aujourd'hui? La fille dans 3 ans. La fille dans la vidéo a 17 ans. Est-ce que ça aussi, ça t'allume des lumières dans ta tête? Pour moi, ça, cet homme-là se fait rencontrer d'ailleurs bientôt par la direction de la LHJMQ, puis tant mieux. Ça aussi, ça fait partie du processus. Parce que c'est bien beau de condamner des jeunes qui font, là c'est plus que des niaiseries, qui commettent des crimes. Mais après ça, ça va être important de rencontrer le monde de l'organisation puis de comprendre comment pendant des années, on a pu non seulement ignorer ça, tolérer ça, réduire ça au silence, puis après ça, être capable, en plus, d'écrire une lettre de recommandation pour les 2 ticasses qui ont fait ça. Je m'excuse, mais ça va nous prendre des explications. Si les explications sont pas sérieuses, je me contrefous de la carrière de cet homme-là, de ce qu'il fait de bon dans le hockey. S'il a été complice de ces histoires-là, qu'il a vu une vidéo d'une relation sexuelle qui était filmée à la base puis qui s'est pas dit « c'est sûrement un crime », il mérite pas de coacher qui que ce soit au hockey. Ça a été révélé hier aussi que c'est une employée de l'hôtel qui a dû intervenir pour demander aux joueurs de supprimer la vidéo. À quel point il faut que tu sois dans un monde, dans un univers qui est toxique pour que tu montres ça à un de tes coachs, t'es bien fier, t'es comme « check ça, on a violé une fille ». Le gars regarde ça, puis il fait « oh, ok, garde ça, man, save ça sur un disque dur, puis on en reparle plus tard ». Comment il est encore en poste aujourd'hui? C'est la question, je pense qu'ils vont vraiment devoir répondre de leurs actions. Ça fait 3 ans? 3 ans, je pense, presque 4 que ça s'est passé. Cet homme-là est encore en poste, en position d'autorité. Là, je suis comme révolté de ce que je raconte, là, mais je disais tout ça, pour moi, c'est pas une sentence sévère pour des tels agissements. Maintenant, par contre, c'est que ça fait jurisprudence. Ça, c'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne nouvelle, somme toute, qu'il y ait une condamnation, que ces 2 jeunes-là, ils ont été surpris, hein? Ils ont été surpris par la sévérité de la sentence, ils s'en vont en dedans. Ils vont faire de la tôle. Puis ça, c'est tant mieux. Si ça peut leur mettre du plomb dans la tête puis leur montrer que non, c'était pas drôle, puis non, c'est pas quelque chose à filmer, puis non, c'est pas quelque chose à filmer puis à montrer quand t'agresses quelqu'un, ben, je sais pas qu'est-ce qui va leur mettre plus de plomb dans la tête. Ensuite, tu l'as dit, il y a 2 autres gros dossiers, entre autres, là, parmi tant d'autres, qui s'en viennent bientôt dans l'actualité. Le procès des 5 anciens d'équipe Canada Junior 2018. La plupart d'entre eux, maintenant, des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Ça va être énorme comme procès. Puis un autre ancien des Tigres de Victoriaville. Tiens. Est-ce qu'il y avait un problème dans l'organisation elle-même? J'ai hâte qu'on le sache. Tout savoir en 24 minutes. Dans les parcs et les centres communautaires de l'arrondissement de Ville-Marie, la cohabitation entre les personnes vulnérables et les enfants qui fréquentent les camps de jour est vraiment inévitable. On parle abondamment du dossier de l'itinérance, de la cohabitation avec les citoyens. Là, l'été vient de débuter, les camps de jour viennent de débuter à la ville aussi. Et cette situation-là a entraîné les camps de jour du secteur de Ville-Marie à Montréal à adapter leur approche et leurs habitudes. C'est ce que révèle un dossier de la presse aujourd'hui. Donc, les animateurs de camps traînent avec eux dans le quartier un contenant, premièrement, pour disposer les seringues qui jonchent le sol au parc. Des employés de camps de jour, ce qu'ils ont raconté, c'est qu'eux doivent faire un tour le matin au parc avant leur entrée en fonction, ramassent des seringues et avant de retourner au parc avec les enfants de leur groupe, ben ils refont une tournée pour être certaines que les enfants pile pas, ils doivent se demander c'est quoi, les prennent pour jouer. On se comprend que c'est très, très dangereux. Puis, ils ont aussi raconté comment ils doivent s'adapter. C'est l'équipe d'animation de l'association Les Chemins du Soleil qui relate que, premièrement, l'équipe est formée pour disposer du matériel de consommation. Ils ont eu une formation aussi en santé mentale. Les animateurs sont formés pour injecter de la naloxone s'il y a un problème. Et les animateurs priorisent des jeux qui leur permettent de se déplacer rapidement entre les parcs en cas d'incident. Mais ils racontent que c'est pas quelque chose qui est toujours facile. Il y a déjà eu des incidents, même ça fait quelques semaines que le camp est commencé. Ils disent, oui, il y a des équipes de la ville qui sont mises en place. On peut appeler certains travailleurs sociaux quand il se passe quelque chose, mais il manque de ressources, puis on essaie de cohabiter avec les gens en situation d'itinérance, mais les réactions des parents sont assez mitigées. Oui, il y en a certains qui disent, moi, je trouve ça bien que mon enfant puisse voir les gens, toute la société qui nous compose, mais à un moment, c'est vraiment inquiétant que mon enfant, presque tous les jours, voit des gens en crise qui consomment de la drogue. Puis je sais pas, toi, Alexandre, t'avais quel âge quand tu as travaillé au camp de jour? Moi, j'avais 15, 16,
17 ans. Ouais, c'est pas mal Je pense ça. pas que j'aurais 14, été à 15, l'aise 16, pour 17. ramasser Dis-le. des seringues souillées dans le parc. Tu sais. Ben, non seulement que tu sois à l'aise ou pas, là, il y a en ce moment une situation qui est insoutenable. Sincèrement, là, la cohabitation, je la comprends, puis on est obligé de faire avec. Puis les camps de jour, là, c'est pas, il y a rien, il y a aucun blâme que je jette sur les camps de jour. Eux font juste s'adapter à la situation. Ils font leur possible. C'est ce qu'il y a autour d'eux. Là. Si tu sors dehors, tu vas faire une sortie au parc, il y a des itinérants, il y a des seringues. Tu es obligé de composer avec, fait que tant mieux s'ils prennent des mesures pour être capables d'adapter tout ça. Mais dans aucun monde, on est censé normaliser le fait que des animateurs de 15 ans soient obligés de ramasser des seringues à la place de la ville. Ça ne se peut pas. Pour moi, ça, c'est. On met déjà assez de responsabilités sur le dos des jeunes qui font faire des camps de jour. Ils sont responsables de la vie de genre 30, 40, 50 enfants. Quand tu es responsable de la vie d'autant d'enfants, tu as déjà des responsabilités. Il fait super chaud dehors, faut que tu donnes des bouteilles d'eau, faut que tu abreuves les jeunes, faut que tu amènes ta trousse d'urgence, faut que tu les fasses marcher en rang, faut que tu les fasses traverser des rues, faut que tu surveilles les autos qui sont autour, faut que tu surveilles les gens louches dans le parc, faut que tu... Tout ça en amusant les enfants pour leur faisant passer la plus belle des journées puis le plus beau des étés possible. Ça, c'est déjà une mission tellement énorme que tu donnes à des jeunes. En plus, tu leur donnes une formation en santé mentale et tu les formes à injecter de la naloxone à des itinérants en overdose. Dans quel monde est-ce que ça, c'est normal? Dans aucun. On rapporte ça aujourd'hui puis c'est comme, on n'a pas le choix, c'est la réalité de la chose. C'est pas normal. Je refuse d'admettre que c'est normal puis que c'est une nouvelle réalité qu'on est censé enseigner dans une des plus grandes métropoles en Amérique du Nord, une grande métropole, la plus grande du Québec. Hein? C'est quoi, 1,2 million d'habitants qu'on a dans le coin de Montréal? C'est combien d'enfants de camp de jour, ça? Est-ce que c'est supposé être la réalité de la majorité des camps de jour proportionnellement avec la population au Québec? Non, c'est pas normal. Je refuse que ça soit normal. C'est vraiment, là, La plupart des animateurs, c'est des enfants. Faut le rappeler, là. On demande à des mineurs d'injecter de la naloxone à des itinérants en overdose. C'est non, ça. Je m'excuse, il n'y a pas un jeune qui est censé. Puis après ça, c'est censé être quoi les impacts sur un jeune de 15 ans qui est obligé de faire ça? C'est quoi les impacts sur ces jeunes-là? Est-ce qu'on les étudie aussi? Ben non, c'est les enfants de camp de jour, puis ils sont prioritaires, puis tout. Il y a des ados qui sont là, puis qui vont être marqués à vie par le travail qu'ils sont en train de faire. Peut-être que ça va les rendre plus forts, je comprends. Sûrement qu'ils vont... On se comprend aussi qu'ils vont apprendre toutes sortes de choses dans le coffre à outils pour le restant de leur vie. Tout ça, on s'entend. Mais il n'y a rien de normal et je refuse que ce soit normalisé d'enseigner ces choses-là à des ados qui en ont déjà par-dessus la tête de responsabilité un été. Ça vient me chercher. Ça vient me chercher tout ça, sincèrement. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais t'as raison. Florence, un gros merci. Merci. On fait le tour des unes avec nous.